Et pour cette partie, nous allons aborder une question de société. Quand le passé freine l'amour, comment guérir, hein? Assurément, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent aujourd'hui. Ils ont été abusés dans le passé, ils ont connu quelque chose qui les a vraiment freinés d'avancer. Mais après, la vie continue, on doit aller de l'avant. Comment on va devoir s'y prendre cette fois-là? Et pour aujourd'hui, nous avons approché pour vous un psychologue. C'est Monsieur Patrice Mouhou qui est déjà avec nous sur ce plateau, à qui nous disons déjà bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci beaucoup. Ici, je rappelle que vous êtes psychologue clinicien. Oui. Voilà. Je vais vraiment y revenir pour ne pas, en tout cas, tordre votre fonction. Déjà, moi, j'ai une toute première question, puisque tout à l'heure, on est en train de parler de quand le passé freine déjà l'amour, comment s'en sortir. J'ai envie de poser la question de savoir, mais est-ce que déjà notre passé émotionnel influence notre futur déjà? Et si tel est le cas, comment ça se fait? Merci madame de la question. Il faut dire que tout ce que nous posons comme geste, comme acte, influence notre devenir et même notre vie actuelle. Et ce qui fait que le passé peut influencer le présent. La vie émotionnelle que nous avons eu à mener, le sentiment que nous avons eu à avoir dans notre vie a de l'influence sur notre vie. Alors, ce qui fait à ce que, quand ça n'a pas été, ça peut freiner notre devenir. La personne peut se sentir bloquée au lieu d'aller de l'avant. Ici, je vois beaucoup plus avec les déceptions amoureuses, par exemple. Oui, quelqu'un qui a été déçu, certains se sentent bloqués, ils ne veulent plus évoluer, jusqu'à prendre même des décisions un peu extrêmes, comme quoi je ne m'engagerai plus jamais, je n'ai plus le goût d'aimer, alors je reste comme ça. Ça peut toujours nous influencer. Alors Immaculée, je vais me tourner vers toi. Penses-tu... Sarah. Ah, ok. Non, vas-y, pose ta question. Non. Je veux pas que Sarah se fasse... Je vais me tourner vers toi. Je vais me tourner vers toi. D'accord, vas-y. Parce que je me rappelle que je déverse vraiment mes blessures sur toi. Donc on va voir. Oui, c'est toi qui gères. On va voir si ça va aller. Alors moi, j'ai envie de te poser la question, peut-on véritablement aimer véritablement quand on a été blessé dans le passé? Je pense que c'est possible d'aimer véritablement lorsqu'on a été blessé, surtout lorsqu'on rencontre quelqu'un de bien, parce qu'il faut se le dire, tout le monde n'est pas pareil. Comme on dit, toutes les femmes ne sont pas les mêmes et tous les hommes également ne sont pas les mêmes. Sinon, aujourd'hui, on n'aurait pas des personnes mariées parce que avant de se marier, il y a des déceptions qu'on rencontre. Il y a des gens qui ont changé, par exemple, 5-6 fois de partenaire. Alors, si réellement c'était impossible d'aimer pour de vrai, après une déception, plusieurs personnes aujourd'hui seraient célibataires ou on n'aurait pas des couples mariés, justement à cause de déceptions. Alors moi, je pense, comme je t'ai dit, c'est possible d'aimer, c'est possible de donner son cœur à quelqu'un, mais la crainte ou la difficulté, c'est en fait... Tu n'arrives peut-être pas à faire totalement confiance. Ça, c'est un problème. Tu as l'impression que tel est comme l'autre. Tu as l'impression que tel va te blesser comme on t'a blessé dans le passé. Et à un moment, quelqu'un qui a été blessé, surtout en amour, cette personne commence à souffrir de, je ne sais pas, je vais dire c'est une crise émotionnelle ou une crise affective. Bon, je ne sais pas, affective ou affective, ouais, je pense, crise d'affection, quoi. Donc, dans le sens où tu te sens blessé à tout moment. Ça, ce sont des signes d'une personne qui n'est pas guérie, mais qui a donné son cœur à quelqu'un d'autre. Donc, tu es dans une relation, tu sens, en fait, le gars t'aime, tu l'aimes aussi, mais à tout moment, tu as peur. Tu lui prêtes des intentions. Si seulement chaque jour il t'écrit le matin, ce jour il ne t'a pas écrit, tu commences à croire, hey, apparemment il commence à changer d'avis. Apparemment il y a eu quelqu'un. Donc tu commences à penser, voilà, déjà c'est fini. Donc tu n'es plus tranquille, justement parce que tu vis avec une blessure. Tu as peur de revivre la même blessure, tu as peur de revivre les mêmes situations. Pour une personne par exemple qui a été fiancée et puis fiancée à Inaïcha, même si elle
en fait, cette femme, par exemple, tomber sur un homme qui veut vraiment l'épouser, tu vas voir que la femme aura beaucoup de recul. Elle va se dire, non, je m'étais investie dans une relation avec le gars, j'étais là, j'ai tout donné, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui me rassure que, qu'est-ce qui me prouve que, bitabam, un monsieur ou une femme qui s'est séparée de son mari, elle va se dire, non, dans ce mariage-là, j'ai tout donné. Qu'est-ce qui me prouve que dans le prochain, ça va marcher? Tout comme un homme va se dire, j'ai beaucoup aimé mon ex-femme. Qu'est-ce qui me prouve que si je me remariais, je vais aussi donner je sais pas, le même amour, ou la femme, elle va aussi m'aimer. Donc, c'est possible d'aimer pour de vrai, mais il faudrait vraiment un accompagnement. D'abord, travailler sur soi-même. Moi, je pense qu'il faut prendre le temps de guérir quand tu te rends compte que tu es vraiment guéri. Et aussi, il faudrait qu'on fasse de toi que tu aies un partenaire qui te comprend. Parce que si lui ne te comprend pas, il aura l'impression que tu en fais de trop, que tu exagères. Même quand tu lui fais savoir que une petite chose, je te dis, des choses banales peuvent te blesser. Et à un moment, lui-même, il regarde et dit, ah, cette femme, vraiment, elle a un problème. Est-ce qu'il m'a dit non pour Chirika? Pendant que lui te dit qu'il ne vient pas Mungia, ça te fait mal. Tu as vraiment mal. Tu as l'impression que Banakukosia Maïcha Koto Mujim. Et quand tu expliques à quelqu'un, la personne a même envie de te gifler pour te dire, toi, hein, tu vas vivre ça en série ou quoi? Mais toi, ça te fait mal justement parce que tu as été blessé. Mais si ses partenaires te comprennent, ils t'accompagnent, ils t'aident aussi à surmonter, à oublier le passé. Je crois que c'est toujours possible de refaire la vie. Alors, Sarah Sopo, toi qui t'es inscrit parmi les meilleures amoureuses de cette saison. Ah bon? Tout à l'heure, Immaculée a dit c'est possible d'aimer, mais ça nécessite vraiment l'accompagnement. Donc déjà, il y a le mot amour qui entre en jeu. Mais moi, j'ai envie de te poser la question, est-ce que vraiment l'amour là qui vient, est-ce que vraiment l'amour guérit véritablement une personne blessée? Parce que si c'est une blessure qui a été causée par l'amour, je me dis pas que l'amour... Je dis pas que l'amour viendra encore guérir cette blessure. Mais les communs des mortels, et on entend des phrases par-ci, par-là, même quand on nous conseille, par les psys notamment, c'est vrai que je vais revenir aussi à notre invité, tout à l'heure on nous dit, bon voilà, la meilleure façon d'oublier un amour, c'est d'aimer encore plus fort. Oui, c'est d'aimer encore plus fort. Mais moi je me pose la question, c'est quoi maintenant le rôle, ou le rôle de l'amour dans cette histoire? Mais vraiment, est-ce que l'amour peut guérir une personne qui a été blessée dans le passé? Déjà, je vais rester dans ce qui est dit. L'amour, comment on dit? L'amour perdu, c'est soigne. La blessure de l'amour perdu, c'est soigne par l'amour trouvé. J'avais dit qu'elle était amoureuse. Elle connaît les attaches de l'amour. Laisse-moi parler. Ok, vas-y. Je suis une femme amoureuse. Seigneur. Donc, je disais, en fait, c'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas vraiment facile de guérir, surtout quand tu as tout donné. Tu t'es investi dans une relation avec un homme, tu t'es laissé aller. Et puis après, il te déçoit. Les prochains qui vont venir, en fait, tu auras toujours l'impression que, voilà, peut-être que lui aussi sera comme celui qui vient de me blesser. Mais c'est possible. C'est possible dans le sens où quand la personne vient, tu trouves que la personne est différente. La façon de t'aimer, la façon de te chérir, la façon de t'apprécier, de se donner pour toi. Il y a toujours cette petite différence en fait. Même si les premiers t'as aussi beaucoup aimé, mais celui qui vient aussi, il y a toujours cette petite différence. Tu vois que celui-ci se donne, celui-ci me prend pour priorité en fait. Il se donne, il fait tout pour justement essayer d'être les meilleurs. La difficulté qu'on a généralement, c'est quand on pense que, voilà, parce qu'on a été déçus, il y a aussi de ces femmes ou de ces hommes qui pensent que, voilà, une première déception, ça peut tout changer, peut-être que les autres qui peuvent venir sont toujours pareils. Non. Quand déjà on se met en tête que les gens ne sont pas les mêmes, il y a des bonnes personnes, des gens qui savent vraiment aimer et à travers lui tu peux refaire ta vie et tout. C'est possible en tout cas de trouver. Il y a ces personnes qui se fatiguent et puis il y a les Wazalendo. Nous on ne se fatigue pas. On est toujours à la guerre. Ouais, on est toujours à la guerre. On est Goumé arrive, on vit sa déception et puis après on passe à autre chose. On ouvre les cœurs, on ouvre la porte à une autre personne. Voilà, l'amour est beau. Surtout qu'avec le Seigneur, on compte aussi sur Dieu. Parce que quand on a des blessures, en fait, il faut toujours compter sur Dieu. C'est lui qui a créé les cœurs. On peut revenir vers lui. C'est vrai, ça arrive. On ne même pas prier. C'est vrai que ça arrive, Immaculée, quand on a une déception. Des fois, on se dit... Tu es désorienté, en fait. Tu ne sais pas prier. Mais un enfant de Dieu, en fait. Quand tu pries, Seigneur, merci pour la journée, mais il y a la voix qui te dit, la Bible dit,
fortifies toi et prends courage. Tu te fortifies, tu prends courage et puis après tu reprogrammes ton cœur, tu te relances sur les marchés. Merci. Et aussi, Nina, il y a aussi des hommes ou encore des femmes, je dirais des mauvais partenaires. Lorsque tu viens vers lui, il sait que tu viens d'une déception, ou la femme, elle sait que tu viens d'une forte déception. Allons au coup de chez eux, on commence à jouer avec tes sentiments. Donc, surtout quand c'est quelqu'un qui t'a donné, qui te donne beaucoup d'amour, la personne a l'impression que elle devient ton centre d'intérêt. Donc, la personne se dit, elle n'a que moi ou il n'a que moi. Donc, si... En fait, elle doit se plier aussi à mes caprices. Oui, ton partenaire peut commencer à te manipuler. À un moment, il se dit, bon, il sait que tu as peur qu'il te quitte. Et là, il commence à jouer avec tes sentiments parce qu'il sait que tu as peur qu'il te quitte. C'est comme ça qu'il ne faut pas... Il y a aussi des hommes comme ça. Je crois qu'on va revenir avec toi, Immaculée, dans quelques instants pour parler du rôle du partenaire cette fois-là quand on nous accompagne. Mais on revient d'abord à vous, Monsieur Patrice. J'aimerais qu'on parle cette fois-ci d'une personne, par exemple, qui habitait chez quelqu'un. Il avait un tuteur, un parent, parce que c'est des faits qu'on retrouve dans la société. Ton père abuse de toi. Tu as peur de t'approcher encore des hommes. Ton père qui t'est violente, parce qu'aujourd'hui on pense que les violences c'est seulement quand c'est sexuel. Hein. Il y a aussi d'autres personnes qui sont vraiment sensibles, on les a violées peut-être par des paroles, on a abusé par les paroles, ou encore la maltraitance dans la famille où la personne habitait. Et du coup, quand on est une femme et qu'on n'a pas vraiment cette forte capacité émotionnelle, on ne sait pas s'en sortir. On se retrouve devant un prétendant. Assurément, on veut que ces prétendants-là ne soient pas déjà violents, comme l'histoire qu'on a eue, puisque c'est notre bagage, ça nous accompagne. On s'attend à ce que ce partenaire-là soit doux, soit calme, que ce partenaire comprenne, mais c'est pas facile. Déjà, j'aimerais vous poser la question en deux. Premièrement, c'est d'abord comment reconnaître une personne qui a été abusée, pas forcément sexuellement, mais même, voilà, on peut mettre dans l'ensemble. Comment reconnaître les agissements? Parce qu'une personne, tu vois, Immaculée l'a dit tout à l'heure, tu vas regarder quelqu'un, comment me touche qui tu vois, et puis elle en fait tout en plat, en fait, tu te dis, c'est comme ça que la personne est. Ça reste un signe, puisque vous êtes un psychologue clinicien, vous avez dit tout à l'heure, est-ce que ça reste un signe, ou quels sont les signes qui peuvent nous montrer que cette personne est juste blessée émotionnellement, ou a des blessures émotionnelles? Ok, madame, il faut savoir que les corps parlent plus que les paroles. Hein. Il y a ce que nous appelons le langage corporel. À partir de ce que la personne va commencer à afficher, il y a lieu de détecter certains signes qui vont nous montrer que cette personne a un passé lourd. Parmi les signes, il y a par exemple l'évitement. C'est quelqu'un qui va, si je parle d'une femme, c'est une femme qui va commencer à éviter les hommes, à éviter d'être dans une relation avec un homme, et même les attouchements. Hein. Quand on essaye de la toucher, vous sentez qu'elle a peur, elle peut même sursauter sur elle-même, parce que chaque fois elle commence à se rappeler des actes que papa lui a posés dans son passé. Il y a aussi certaines femmes qui ont du mal à vous fixer dans les yeux comme ça, à fixer l'homme dans les yeux. On peut aussi les constater à travers une certaine négligence corporelle. Hein. La femme qui ne prend plus soin d'elle, elle commence à se négliger parce qu'il y a déjà quelque chose qui l'accompagne avec elle. On peut aussi le constater dans son écriture. Hein. Ah ok, dans sa façon d'écrire. Dans sa façon d'écrire. L'écriture, c'est aussi un langage. On peut voir l'agressivité chaque fois qu'elle écrit, vous sentirez cela. Ce sont là les quelques signes qui peuvent nous montrer qu'il y a un passé lourd. Mais si on a été abusé dans le passé, doit-on forcément en parler à quelqu'un ou se dire, bon ok, je vais suivre une émission, par exemple, comme entre les 12 heures, il y aura un psy qui va nous donner des voies de sortie, je vais travailler sur moi-même, ok, c'est bon, je vais m'en sortir. Madame, il faut en parler. Ok. J'ai un livre qui est intitulé « En parler pour en sortir ». Quand on en parle, c'est déjà une source de guérison. Plutôt que de s'enfermer sur soi. Parce que la parole, quand on parle, on se dégage, on est en train de se défouler. Et il faut aussi savoir à qui en parler. Ah, c'est là le problème. À qui en parler? Il faut chercher une bonne personne. Parce qu'il y a des gens qui ne gardent pas le secret. Vous avez parlé avant même de sortir de votre parcelle. C'est tout comme lui qui en parle.
C'est à peine que vous avez fini de parler. La nouvelle est partie. La nouvelle est partie. Hein? Et les gens commencent à vous regarder avec dédain, commencent à vous toiser. Vous vous sentez en insécurité. Ouais. Donc, il faut en parler, mais il faut choisir une bonne personne. Une bonne personne. À qui il faut... voilà. Oui. Alors, Sarah, on nous parle un peu quand quelqu'un est en train de travailler sur soi ou quand quelqu'un a été abusé. On dit, bon, déjà, pour franchir l'étape de la guérison, la première des choses qu'il faut faire, c'est, voilà, c'est pardonner. Est-ce que tu penses que, par exemple, mon père qui m'a violée, qui a pris ma virginité, j'aurai la facilité de pardonner cette personne? Parce que ça reste parmi les processus de guérison. Déjà, quelle est la place du pardon quand on a été abusé? Parce qu'il y a d'autres personnes, moi ici je dis, hein, même verbalement, franchement, il y a des gens qui nous disent des choses, mais au finish, c'est pas tout le monde qui a la capacité émotionnelle de supporter ça. Il y a de ces enfants qui ont été complexés juste parce qu'un jour, Baba qui a mangé, c'est et du coup, tu vois que dans la vie, l'enfant a peur d'entreprendre des choses parce qu'on lui a dit chez lui qu'il n'était pas intelligent et tout. Mais je comprends, je grandis, je comprends toutes ces choses-là. Je dis, bon, ok, si je vis ça dans ma vie, c'est parce que j'étais abusée verbalement, émotionnellement et tout. Mais est-ce que c'est facile déjà de pardonner? Quelle est la place du pardon dans tout ça? Déjà, ce n'est pas facile déjà pour répondre à ta question. J'ai pas oublié, mais je garde un peu dans mon cœur. Non, tu ne peux pas garder un peu parce que tu es chrétien. Pour les enfants de Dieu, en fait, parce que je suis chrétienne ici, je parle comme chrétienne. Ah, tu es la représentante des chrétiennes. Tout ce que tu veux. Alors, pour les enfants de Dieu, il n'y a pas la définition du pardon où il n'y a pas des choses qu'on dit, ça tu vas pardonner, ça tu ne vas pas pardonner. C'est vrai, pour une personne qui abuse de toi comme ton père, en fait, tu vas les garder presque toute ta vie. Ça ne sera pas facile pour toi de passer à autre chose. Comment j'expliquerai à mon futur mari que c'est mon père qui était mon premier homme? Tu ne seras pas facilement passer à autre chose et puis après pardonner, vivre avec lui comme si de rien n'était. Okay. Mais tu peux toutefois ouvrir ton cœur, accorder les pardons à ton père, mais au moins tu les gardes de loin, tu connais sa position. Et oui, parce que ce n'est pas parce qu'on a pardonné que facilement ou forcément on doit encore ramener la personne à nos côtés. C'est vrai que c'est mon père, mais il a abusé de moi par exemple, donc il m'a pas souhaité quelque chose de bien, il m'a pas fait quelque chose de bien, donc il a abusé de moi, je peux pardonner et puis après il garde sa place. Mais quand je le pardonne et puis je le laisse loin, c'est un signe que voilà, il n'est pas prêt en fait. Je ne le pardonne pas forcément. Non, tu l'as pardonné, mais ça, il reste ton père. Tu l'as pardonné, mais au moins tu ne vas pas aussi, tu vois, remettre toute la confiance. Okay. Remettre toute la confiance et puis après peut-être commencer encore des rendez-vous. Oh, papa m'appelle, il dit qu'il vient me voir, il a à me dire non, papa, on peut parler au téléphone. Papa n'a plus des choses à me dire. Papa a dit, on doit se voir, on va parler un truc des familles et tout. Non, tu peux pardonner, mais au moins tu connais la personne, tu connais les intentions et puis après, voilà. Alors Immaculée, je suis à toi, tout à l'heure tu étais en train de nous parler de partenaires et je me rends compte que les personnes qui font chemin avec nous jouent un très grand rôle dans notre vie. Alors en matière avant d'aborder, puisque M. Patrice nous a parlé aussi, il faut savoir à qui raconter en tout cas ton passé, qui a vraiment laissé une blessure dans ton cœur. Mais commençons d'abord par le conjoint, commençons d'abord par le partenaire avec qui on est en train de faire chemin ensemble. Quel est maintenant le rôle du partenaire dans tout ça, dans le processus de guérison? Parce que là, on est en train de chercher des voies de sortie pour guérir de cette blessure. Quel est le rôle? Bon, déjà, comme je dis, je pense que le rôle que le partenaire joue dans le processus de guérison, c'est de t'aider à, je ne sais pas dire, refaire confiance. Parce qu'on peut aimer, mais on ne sait pas faire confiance. Il y a des gens, tu peux sentir que tu aimes quelqu'un, mais tu as une crise de confiance. Tu n'arrives pas, même quand la personne te dit, je suis en réunion. Je dis, il fait appel vidéo. Donc, fais appel vidéo. Je vais faire appel vidéo en réunion. Tu peux appeler la personne ne décroche pas directement dans ta tête. Tu te dis, ah là, il est forcément avec une autre fille. Ou encore, c'est l'homme qui se dit, là, elle est avec un autre homme. Pourquoi elle ne me répond pas? Peut-être que la personne a juste laisser un peu son téléphone, je ne sais pas, la personne faisait quoi. Et puis quand on te rappelle, quand la personne, elle peut même t'appeler en vidéo. Tu vois déjà que non, il y a qui me pique, après tu te dis, oui, mais c'est tout moisi. Tu as même honte toi-même en fait. Voilà pourquoi j'ai dit que le partenaire
a pour aussi mission d'aider son conjoint ou sa conjointe à refaire confiance, au-delà d'aimer, apprendre à refaire confiance. Et dans les processus de refaire confiance, il faudrait vraiment que le partenaire qui est en face de nous soit aussi quelqu'un qui est digne de confiance. Quelqu'un qui a des attitudes qui te poussent à lui faire confiance ou qui te poussent à refaire confiance à quelqu'un. Parce qu'en fait, quelqu'un peut être là, il pense t'aider à faire confiance, mais ses propres attitudes d'abord ne te poussent même pas à lui faire confiance. Oui. Donc là, tu n'avances pas parce qu'en même temps, tu aimes et tu n'as pas confiance. Du coup, c'est une double souffrance ou une triple souffrance. Tu penses au passé, tu as peur et tu regardes la personne, te dis, ah, il y a une attitude, à tout moment, tu as envie, quand il y a un problème, tu as envie de partir. La première idée qui te vient ou le premier réflexe, c'est que ça finisse seulement. Parce que tu as peur. Mais si tu as quelqu'un qui te rassure, quelqu'un qui est là pour toi, quelqu'un qui te fait voir clairement que là où tu viens, en fait, moi je suis mieux. Je suis pas comme oui, tu sais, on oublie facilement le passé lorsqu'on tombe sur quelqu'un qui est vraiment meilleur par rapport à celui qu'on avait. Mais si tu trouves celui... Comme toi, par exemple, que tu es amoureuse, tu es forcément tombée sur quelqu'un tellement meilleur. À un moment, tu te dis, mais pourquoi je ne l'ai pas rencontré avant? Pourquoi ce n'était pas seulement lui? Pourquoi je me suis retrouvée dans des problèmes et tout? Et ça, c'est bien quand tu tombes sur quelqu'un qui t'aime réellement, qui t'apprend à refaire confiance, qui est là pour toi. Mais le risque aussi, c'est que quand tu te retrouves dans ces genres de confort, tu deviens dépendant ou dépendante. Ça, c'est un problème parce que tu te dis vraiment que c'est lui ou rien, c'est elle ou rien. Et là, tu commences à souffrir. Il suffit seulement que vous ayez un problème. Tu ne sauras pas travailler, tu ne sauras pas être concentré, tellement que tu penses que ta vie, c'est lui. Tu te dis vraiment que lui, c'est Dieu qui l'a envoyé pour moi. Et du coup, quand il ne te parle pas ou quand il t'a fait quelque chose, tu commences à souffrir. Mais comment faire pour ne pas être dépendante cette fois-là? Parce que tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui est intéressant et bon, sans pour autant vouloir parler de ma vie et tout. Mais j'ai l'impression que quand tu as une blessure émotionnelle, en fait, la prochaine personne, c'est toujours la meilleure. Mais c'est celle qui te c'est la meilleure, mais après, la personne te fait du mal. C'est pour ça que je dis, à un moment, le partenaire que l'on trouve après une blessure, ces gens-là aussi parfois profitent de nous. Dans quel sens? Quand tu t'ouvres complètement à la personne, tu lui dis ce que tu as traversé, la personne, oh non, moi je serai là et tout, même au fond de lui. Donc le gars là se dit, ah, tu vois, t'as un peu de moi. Donc ça peut arriver qu'un jour, dans mon chéri, je vais dire, femme de côté. Il sait déjà qu'il est en train de te blesser et tu vas retomber dans les anciennes blessures. Et dire que c'est facile de ne pas être dépendant. Cette dépendance affective là, c'est très compliqué. Parce que quand tu aimes, en fait, l'amour, c'est un sentiment qu'on ne sait pas à un moment contrôler. Tu peux aimer, tu oublies que tu es, je sais pas moi, tu as telle fonction. Tu aimes seulement, tu te perds. Hein. C'est comme ça que tu peux voir quelqu'un... Tu as vu un gouverneur, un gouverneur, on l'appelle chérie, t'es où? Amène un peu les Après, il y va et puis il est heureux de te rendre service. À un moment, lui-même, il se demande, mais comment j'arrive à faire ça? Mais c'est par amour. Mais s'il n'y avait pas cet amour-là ou cette affection, il ne pouvait pas, en fait. Donc moi, je me dis, il faut seulement être vrai l'un envers l'autre. Il ne faut pas profiter de la faiblesse de quelqu'un. Tu te dis, non, de toute façon, la personne est blessée, elle va dépendre de moi, je suis son centre d'intérêt. Donc, tu commences à faire du chantage à l'autre. Il faudrait vraiment être là. Si tu penses être là pour guérir, aider la personne à guérir, sois là réellement. Je suis en train de détecter les amoureuses par ici. Alors, Patrice, je vais revenir à vous et je pense que c'est vraiment mon ultime question. C'est est-ce qu'on peut véritablement guérir d'une blessure émotionnelle? Parce que quand je nous entends ici parler, j'ai l'impression que les blessures, on y va de chaîne en chaîne. C'est celui-ci qui vient, qui nous guérit et puis il nous blesse. L'autre vient, il nous guérit et puis il nous blesse. Et j'ai envie de vous poser tout simplement la question, peut-on véritablement guérir d'une blessure émotionnelle? Je dis là, c'est fini, c'est fini. Il ne va pas me mettre à terre. Je suis là, je ne peux plus tomber. Le passé ne va plus me retrouver, me rattraper en fait. C'est possible. C'est possible de guérir d'une blessure émotionnelle. Il faut savoir que c'est tout un processus. C'est pas comme quelqu'un qui souffre de la malaria, il prend quelques comprimés, au bout d'une semaine, il se sent guéri. Avec une blessure émotionnelle, c'est tout un processus de résilience. Ça va dépendre aussi de la personne qui est blessée et aussi de son entourage.
Parce que nous n'allons pas nous intéresser seulement à celle qui est blessée. Ok. Parce que si vous vous intéressez à la personne blessée et que vous l'abandonnez, peut-être l'environnement dans lequel cette personne évolue va encore la faire rechuter davantage. C'est pourquoi on doit tenir compte d'une thérapie systémique. Hein? Okay. On doit voir son système, le système dans lequel la personne est en train d'évoluer. Pourquoi on doit s'intéresser à son environnement? Son environnement peut le stigmatiser. Hein? À partir de ces blessures-là, on peut commencer à la stigmatiser et ça sera difficile pour elle de s'en sortir. Il faut aussi voir un autre aspect par rapport à la personne elle-même. Quel genre de blessures? L'origine de ces blessures? Il faut s'intéresser à ça. Et aussi, il faut aider cette personne à rompre les liens avec son passé. Okay. Avec son passé. Quand je dis de rompre les liens... Tout ça, c'est en consultation. C'est quand on va vers quelqu'un, en fait. Personnellement, seul, ça ne peut pas se faire. Il y a certaines personnes qui prennent le courage d'aller vers un professionnel de la santé mentale. Il y a d'autres qui commencent un processus à l'interne avant d'aller vers quelqu'un d'autre. Donc là, il faut rompre les liens qui unissaient cette personne avec l'autre qui l'a blessé. Merci beaucoup, M. Patrice. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin. Merci, Sompo. J'ai découvert des choses. Merci beaucoup. Merci, Lina. Merci à vous tous aussi de nous avoir suivis. J'espère seulement que si vous êtes blessés, vous nous avez suivis, vous avez trouvé des pistes de solutions. Au revoir.